Bonjour à tous, si vous venez nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de l'info. Si vous avez raté quelque chose cette semaine, eh bien, c'est la séance de rattrapage. Restez avec nous, vous allez tout savoir sur Israël. Israël se réveille avec difficulté aujourd'hui après un week-end marqué par la violence et le terrorisme. La Gay Pride de Jérusalem de jeudi a viré au cauchemar avec un attentat au poignard contre 6 personnes en plein défilé. Et près de Naplouse, un bébé palestinien est mort dans l'incendie de sa maison attribué à des extrémistes juifs. Les réactions politiques pleuvent après ces actes terribles. Je propose d'écouter Moshe Yaalon, ministre de la Défense israélien. L'enfant Ali Dawabché, brûlé vif et assassiné dans le village de Douma ce matin, est un crime de haine, un terrorisme que nous ne pouvons tolérer. C'est pour cela que nous faisons tous les efforts possibles pour attraper ces terroristes meurtriers, où qu'ils soient. Et les réactions se sont enchaînées de part de toute la classe politique israélienne. Écoutez. Je viens juste de parler au président Abou Mazen et juste avant de rentrer à l'hôpital. Je lui ai exprimé ma détermination à trouver le coupable et à rendre justice. Nous sommes déterminés à lutter contre le terrorisme. Il n'est pas surprenant que les gens capables de provoquer les Arabes israéliens finissent par brûler des mosquées, des églises et puis des bébés au milieu de la nuit. J'ai été à l'hôpital de Tel HaShomer rendre visite à la famille et je suis resté sans voix. J'avais honte. J'étais terrifié par le pouvoir de la haine. J'avais honte que dans ce pays où il y a eu les meurtres de Shalevet Paz et de la famille Fogiel, Adel Biton, Eyal Gilad, Naftali, Mohamed Abou Adir, il y a encore des gens qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Ils n'hésitent pas à enflammer la torche, même si cela va toucher un enfant. Et on en parle tout de suite avec Maurice Ifergan. Maurice, bonjour. Bonjour. Alors la presse israélienne qui fait évidemment les gros titres sur cette flambée de haine. Oui, et le mot-clé, c'est haine. Regardez Israël Hayom, titre « Éteindre les flammes de la haine » sous 2 images, celle des cendres de la maison incendiée dans le village de Douma en Cisjordanie et celle de la Gay Pride de Jérusalem attaquée par un ultra-orthodoxe. L'éditorialiste du quotidien Dan Margalit appelle à lutter contre le terrorisme juif comme islamique. On passe à Maariv avec ce titre « Lutter contre la haine ». Des milliers de manifestants à Tel Aviv et Jérusalem se sont réunis contre la violence dans la société israélienne, arrivée à son paroxysme dans l'attaque au couteau contre la Gay Pride à Jérusalem et à la bouteille incendiaire dans le village palestinien de Douma. Ce qui doit nous inquiéter, écrit l'éditorialiste, avant tout, c'est le climat de haine, d'incitation extrémiste et d'intolérance qui submerge le pays, écrit Ben Caspit. Enfin, on passe à Haaretz qui titre « Terrorisme juif en Cisjordanie » avec en édito cet article de l'écrivain David Grossman qui demande « Quand la droite israélienne va-t-elle se ressaisir ?» L'attaque contre la Gay Pride et contre une maison de Douma sont le résultat d'une même perception du monde. Dans les 2 cas, la haine et la haine seule est une raison suffisante pour tuer, écrit l'écrivain David Grossman. Et des Israéliens qui se sont mobilisés dans la rue contre le terrorisme. Des milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue justement pour dénoncer ce climat de haine qui règne dans la société israélienne. Mais encore, il faudrait ajouter que c'est marginal sur le plan social. La majorité des Israéliens, eux, sont pour une vie plus pacifique, sauf des petits groupes d'extrémisme, et c'est eux qui marquent le ton. Merci Maurice. Yolande Armor était une espionne qui travaillait pour Israël en Égypte à la cour du roi Farouk. Cette femme intrépide a su s'imposer avant de venir terminer sa vie tristement ici en Israël. Un documentaire de Dan Wolfman rend hommage à cette Matari israélienne. On va regarder tout de suite le reportage de Lise Barenbaum sur l'histoire justement inconnue et très injustement inconnue de cette femme, et on en parle après. Elle s'appelait Yolande Armor. Dès 1945, cette espionne a travaillé pour l'agence juive en Égypte. Dans les années 40, elle fournit des renseignements aux dirigeants politiques et militaires de la Palestine mandataire à ses risques et périls. Née à Alexandrie en 1913, la jeune fille a été élevée à Saint-Germain-en-Laye en France. À 17 ans, elle revient en Égypte, se marier avec un homme d'affaires, Jacques de Botton, puis divorce. L'aventurière est séduite par le sionisme en Égypte lorsqu'elle assiste à une conférence donnée par le sioniste italien Enzo Sereni. En 1945, elle est recrutée comme agent secret. Sa couverture de journaliste politique lui permet d'accéder très facilement aux sphères supérieures de la société égyptienne. Yolande Armor devient même une habituée de la cour royale égyptienne alors qu'elle dirige un réseau d'agents.
Le film est très original. Il parle d'une espionne, une femme juive qui est née à Alexandrie. Elle est devenue un agent très important qui a travaillé à la création de l'État d'Israël. Elle a mis sa vie et celle de son fils en danger. C'était une mère célibataire qui a élevé seule son fils. Après la Seconde Guerre mondiale, David Ben Gourion lui rend visite au Caire. En janvier 1948, elle s'envole pour Lida, en territoire palestinien, pour lui transmettre des plans secrets de la Syrie et de l'Égypte, cousus sur ses épaulettes. Démasquée par les frères musulmans en 1948, elle est arrêtée et jetée en prison. Elle y tombe très malade et aggrave le cancer de l'estomac dont elle est déjà atteinte. Libérée au bout de quelques mois, elle s'installe à Paris où elle travaille pour la délégation israélienne à l'ONU. Elle retourne ensuite au Caire où elle continue son travail d'espionnage. En 1951, Armor s'installe à Jérusalem dans un modeste appartement. Elle est alors mise au placard et devient employée de bureau au ministère des Affaires étrangères israélien. Son raffinement et son élégance ne trouvent plus d'écho dans une société israélienne dure et pionnière. Elle décède en 1959 et est enterrée dans le cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Malheureusement, Yolande est morte à la fin des années 50. Son fils a très bien réussi, Gilbert de Botton. Il a vécu en Suisse, puis il a déménagé à Londres. Les enfants de Gilbert, Miel de Botton et Alain de Botton, sont très connus, chacun dans leur domaine. Sa vie est aujourd'hui racontée dans un documentaire réalisé par Dan Volman. Le film retraçant sa vie date de 2010, mais est resté peu connu. Il a été projeté à Ceret, un festival de films et de télévision israélienne à Londres. Un hommage longtemps attendu et dûment mérité. Et pour parler de l'histoire d'une femme, qui de mieux qu'une autre femme pour en parler avec les mots justes, j'ai le plaisir tout de suite de recevoir Lise Barrandon. Alors Lise, cette histoire fait finalement écho aux récentes évolutions de l'affaire Jonathan Pollard. Oui, à ce qui se passe en ce moment en Israël. Jonathan Pollard, un espion beaucoup plus contemporain qui travaillait pour Israël. En fait, c'est un juif américain qui a espionné les États-Unis au début des années 80 pour le compte du Mossad. En fait, il était analyste dans la marine américaine et il aurait passé des milliers de documents secrets entre 1979 et 1985, la date de son arrestation. Donc il a été condamné ensuite à la prison à vie pour espionnage et aujourd'hui, 30 ans après cette condamnation, il peut demander sa libération conditionnelle. Alors aux États-Unis, il y a eu beaucoup de fuites savamment orchestrées pour dire qu'il pourrait être libéré. Binyamin Netanyahou s'est énormément investi pour Jonathan Pollard et puis c'est un peu devenu une cause nationale. Les Israéliens se sont beaucoup mobilisés pour lui, même si on dit qu'il y aurait une monnaie d'échange, que les Israéliens auraient commandé une 50aine de F-35, les derniers chasseurs américains aux États-Unis. On a du mal à imaginer justement une espionne femme, Mauricie Fergan. Les espions, en général, on les voit plus hommes. Il y a le cas de Mata Hari, malgré tout, qui est très célèbre, qui était une espionne femme. Mais pour revenir à cette affaire Pollard, les Américains affirment qu'il n'y a aucun lien entre l'accord sur le nucléaire iranien signé il y a quelques jours et la prochaine libération de Jonathan Pollard, l'espion israélien. C'est une procédure normale ? Oui, selon les termes de la loi aux États-Unis, un détenu condamné à perpétuité peut être libéré après 30 ans. Pollard pourra retrouver donc la liberté le 21 novembre prochain, soit précisément 30 ans après son inculpation pour espionnage au profit d'Israël. Mais la justice américaine pourrait demander un moratoire de 5 ans à peu près, au cours duquel Pollard ne pourra pas quitter les États-Unis et sera placé sous surveillance. Pas question pour lui d'accorder des interviews à la presse, pas de voyage à l'étranger et ses rencontres resteront surveillées. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que Jonathan Pollard arrive en Israël tout le 22 novembre à Ben Gurion. Mais Sarah Pollard, son épouse, elle aurait bien aimé que Jonathan Pollard soit là pour la fin de l'année et il a déjà fait connaître son intention de venir s'installer en Israël. Il faut dire qu'il a obtenu la nationalité israélienne, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement un espion juif américain, c'est un espion américano-israélien. Mais sur ce point, la décision des juges de venir en Israël ou pas, là, pourrait être interprétée comme un geste envers Israël, mais encore une fois, là, il faut attendre un tout petit peu. Il y en a eu beaucoup des histoires d'espions comme ça, célèbres, Mauricie Fergan ? Peu, parce que depuis cette affaire Pollard, qui quand même dure maintenant depuis 30 ans, Israël et les États-Unis ont un accord entre eux de ne pas s'espionner mutuellement. Alors maintenant, on sait effectivement qu'il y a eu de l'espionnage côté israélien. L'affaire Pollard a plus ou moins gelé tout ça. Il y a très peu de cas d'espionnage israélien aux États-Unis. Par contre, du côté américain, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais la dernière affaire d'espionnage en date, qui est
plus ou moins liées à Israël, c'est l'affaire des écoutes dans les salles de négociation, justement entre les 5+1 sur le nucléaire iranien. Et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Calvo. Alors vous le savez, Israël est en perpétuel développement. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui un nouveau quartier situé à Tel Aviv, à côté des tours Azrieli. Les Israéliens adorent s'y rendre pour savourer une glace ou bien pour faire du shopping, Samuel. Oui, alors Valérie, il y a un nouveau marché gastronomique qui vient d'ouvrir ses portes. Donc c'est proche des tours Azrieli, 8700 m² avec 91 restaurants et boutiques. Ça se positionne réellement sur le haut de gamme. Donc c'est dans le quartier des Gindi Tower, donc c'est là où voilà, le prix au mètre carré est très élevé. Donc c'est déjà ouvert cet endroit-là? C'est déjà ouvert, ça a ouvert il y a quelques jours seulement. Alors au programme c'est quoi? Shopping, restaurant? C'est gastronomie, donc c'est fromagerie spécialisée, poissonnerie, boucherie, caviste, primeur. Il y a des grands noms qui sont déjà installés comme Fauchon. On a aussi boutique centrale pour la pâtisserie, Max Brenner pour le chocolat. Pour les marques plus typiquement israéliennes, on a le hummus d'Abou Hassan et également les brunchs Bénédicte. Alors on a l'impression, Maurice Hiverian, qu'on a envie d'élargir le centre de Tel Aviv, hein? Pas vraiment, c'est un renouveau justement de ce centre, parce que le centre de Tel Aviv, c'est une ville en expansion permanente, donc le centre on ne sait plus très bien où il est, mais c'est vrai qu'il y a une tendance en Israël à prendre des sites d'il y a à peu près 50 ans et les rénover pour en faire justement des parcs, des centres d'attraction, des centres de loisirs. Il y a eu la gare de Tel Aviv qui a été refaite, le port de Tel Aviv qui a été totalement refait dans le même style, la gare de Jérusalem aussi, la première gare de train à Jérusalem a été refaite dans le même style avec commerce, restaurant et aussi consommation. Vous parlez justement de gare, mais la semaine prochaine nous allons parler du métro qui arrive en Israël et qui effraie énormément les Israéliens. Il paraît qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont vendre leur voiture parce que Tel Aviv notamment va être absolument incirculable. Allez, on va passer à un autre sujet. À 16 ans, un adolescent a voulu défier les autorités médicales et judiciaires israéliennes. Atteint d'un cancer du sang depuis l'âge de 6 ans, il a subi une première chimiothérapie qui s'est soldée par le retour de la maladie. Malheureusement, forcé de subir un nouveau traitement, il l'a refusé. Ce jeune, issu d'une famille ultra-orthodoxe, pensait que seule la prière pouvait l'aider, mais il a finalement accepté de se faire soigner après un scandale médiatique qui a secoué tout Israël. Le reportage de Maël Benoliel et Lise Barenbaum. Cher peuple d'Israël, j'appelle tous ceux qui le peuvent à venir manifester devant l'entrée de l'hôpital Rambam à Haïfa contre le traitement forcé qu'ils veulent me faire subir. Même si je dois mourir, laissez-moi mourir avec dignité. C'est tout ce que je demande. C'est depuis son lit d'hôpital que ce jeune garçon atteint d'un cancer appelle les citoyens israéliens à venir manifester contre le traitement de chimiothérapie que les médecins voudraient lui imposer de force. Ces traitements ne vont pas m'aider, ils ne vont qu'aggraver ma situation. Il n'y a que la prière qui peut m'aider. Je préfère rester à la maison plutôt que d'être à l'hôpital. Il y a quelques jours, ce jeune issu d'une famille orthodoxe de Tibériade s'est enfui de sa chambre d'hôpital. Prévenu par l'hôpital, le tribunal a ordonné aux parents de l'y ramener. Selon l'avis des médecins, sans traitement, les chances de survie de l'adolescent sont nulles. À l'hôpital, je suis enfermé, je me sens seul. Je ne suis pas bien. Je veux qu'on me laisse tranquille. Un appel de détresse de la part de cet adolescent qui souffre d'une leucémie aiguë depuis l'âge de 11 ans. Après plusieurs traitements et 2 rémissions, la maladie est revenue il y a 1 an. Un cancer rare qui nécessite une nouvelle chimiothérapie. Mais cette fois-ci, le jeune homme refuse de vivre le traitement malgré l'avis des médecins. La raison, la souffrance terrible que provoque ce traitement. Ses parents soutiennent sa décision, même s'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le ramener à l'hôpital. Les parents souhaitent qu'il suive le traitement. Quel parent ne voudrait pas que son enfant soit en bonne santé? Ceci étant dit, c'est un adolescent qui est très mature, qui a sa propre volonté, ses propres opinions, et nous pensons que traiter sa maladie de force, menotté à son lit d'hôpital, ne lui apportera rien de bon. De son côté, l'hôpital a souhaité réagir. Pour ce dernier, pas question de forcer le patient à suivre le traitement. Le garçon est hospitalisé selon l'ordonnance de la Cour. Il refuse le traitement, il reste donc dans sa chambre. Les médecins n'ont pas l'intention de le traiter de force. La raison, les traitements nécessaires pour sa guérison sont longs et nécessitent la coopération du patient et son engagement total à respecter le protocole minutieux du traitement. Sans coopération, aucun traitement ne sera efficace.
Depuis, le jeune adolescent a accepté de se faire soigner. Ses parents et lui auraient entre autres été convaincus par l'intervention d'un rabbin. Ouais, ça donne des frissons, cette affaire. Alors Lise, que dit le droit israélien en ce qui concerne l'acharnement thérapeutique? Alors le Parlement israélien a voté en décembre 2005 un texte qui assouplit la loi religieuse juive à ce sujet parce que selon les textes juifs, c'est très intransigeant. La défense de la vie doit être respectée jusqu'à son terme naturel. Rien ne doit être fait pour accélérer la mort. Mais la nouvelle loi autorise non pas l'euthanasie, le mot n'est pas dit, mais l'arrêt des soins qui prolongerait inutilement la vie humaine. Rapidement, notre femme de la semaine, Lise, comme chaque semaine. Alors c'est Maria Carey qui va venir en concert exceptionnel à Rishon LeZion le 18 août prochain. Elle fait vraiment une entorse à son emploi du temps puisqu'elle joue en ce moment à Las Vegas. Elle est venue en juin en Israël et ça lui avait beaucoup plu. Allez, à tout de suite pour notre séquence Lifestyle, Innovation Mode, Gastronomie. C'est le programme de Midi Ensemble, restez avec nous. Mais tout de suite, c'est le journal, il est présenté par Daniel Atlan.